On a ici l'écran multimédia de la voiture qui sert en fait à gérer pratiquement l'intégralité des commandes de la voiture à quelques détails près, comme les essuie-glaces ou les clignotants. Mais tout le reste se fait ici. C'est un écran multimodal tactile qui ressemble un peu à un gros iPad et qui en a à peu près la sensibilité à la réactivité. Il est d'ailleurs multitouch. On peut par exemple zoomer sur le GPS directement. Et puis alors ici on a ce tableau de bord en fait qu'on garde toujours un peu sous les yeux, qui est le tableau de bord qui nous indique notre consommation d'énergie, donc avec différents paramètres qui se calculent évidemment en temps réel avec l'ordinateur de bord. Donc on voit ici qu'on a une consommation moyenne. euh, une consommation moyenne. Alors l'idéal, si on veut atteindre 500 km d'autonomie, il faut rouler avec une consommation moyenne de 200 watts heure par kilomètre. On s'aperçoit que c'est très difficile de l'atteindre. En fait, c'est vraiment une consommation idéale. Je dirais que c'est une consommation qui est un peu calculée sur le rythme des routes américaines, c'est-à-dire en roulant entre 80 et 90 km/h, entre 80 et 100, on va dire. Sur un rythme soutenu de 130 km/h sur les autoroutes françaises, on va plutôt être à une moyenne que j'ai là de 238, 250, voire 300, 320 watts par kilomètre, wattheure par kilomètre, ce qui évidemment fait baisser l'autonomie. Donc on a ici l'autonomie, la projection d'autonomie avec cette moyenne de consommation et de vitesse. Et on peut changer nos paramètres, voir un peu ce qu'on a fait sur les 10 derniers kilomètres. Donc on voit que là j'ai eu une accélération pour un dépassement. Ensuite une courbe assez régulière. Et puis là des ralentissements ou des descentes qui m'ont permis de rentrer dans une zone où la voiture s'est rechargée grâce à sa dynamo qui fait aussi office de frein moteur, enfin un moteur qui est très puissant d'ailleurs. Donc on peut regarder sa moyenne sur les 10 derniers kilomètres, les 25 derniers kilomètres, les 50 derniers kilomètres. Voilà, là j'ai fait une distance entre Lyon et Orange, et puis la moyenne et l'instantané. Voilà, sur ce tableau de bord, on a évidemment énormément de données. On peut inverser les écrans, on peut aller choisir d'autres écrans, comme par exemple les médias, et il suffit ou la navigation, il suffit de les faire glisser comme ça, l'énergie, et puis après on peut passer éventuellement en plein écran. Voilà. Donc la navigation fonctionne avec Google Maps, Google Earth, et donc on a l'image satellite en temps réel. Et puis ensuite on a la caméra de recul, les fonctions de téléphone, on a même son calendrier qui est connecté, enfin si on a connecté son téléphone en Bluetooth, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui je crois. On peut retourner la navigation. Ici on a les médias. Alors ce qui est sympa dans les médias, c'est qu'en fait on a plusieurs possibilités. Comme la voiture est connectée, c'est une voiture connectée en permanence à Internet avec une puce 3G, évidemment on accède à toute une série de web radios. Donc ici on a les radios classiques, la FM, ici on a Internet, donc les web radios, et là on a tous les styles qu'on retrouve sur les web radios habituelles, qu'on peut avoir sur Internet ou sur une application mobile, avec toutes les possibilités, des centaines et des milliers de radios qu'on peut chercher par style, par pays, par ville, etc. On peut classer des radios en favoris et y accéder très rapidement. Ici, on connecte son device, son téléphone, son smartphone, et on stream sa musique, y compris Spotify, par Bluetooth, sans avoir à rien brancher. Ici, on a ses favoris, et puis ici, on a ce qui a été joué récemment. Dans les réglages, on a un equalizer, enfin on a la balance droite-gauche, avant-arrière, le fader. Et puis ici, un equalizer très puissant. Il faut dire que la sono de la Tesla est excellente. On a vraiment un son. Si vous cumulez ça avec le silence de la voiture, le silence de fonctionnement de la voiture, c'est vraiment un auditorium roulant. C'est génial. Ici, on a un navigateur web, donc connecté en 3G, qui n'est pas hyper rapide, mais qui peut dépanner. Voilà, donc là on a une page web qui va s'afficher, qu'on peut passer aussi en plein écran. Voilà. Et
Et puis après, on a le tableau de bord qui est complètement modulable également, sur lequel on peut faire apparaître toutes les données qu'on souhaite dans les modules de droite et de gauche. Ici, on a le compteur de vitesse qui nous donne aussi les indications d'autonomie, qui nous prévient, enfin qui nous indique si on a le pied un peu trop lourd sur la pédale, et qui nous donne aussi les zones de récupération et de recharge. Et puis après, on peut faire défiler, bon, comme dans n'importe quelle voiture aujourd'hui, différentes données. Ici, par exemple, on peut personnaliser et faire apparaître différentes données à l'aide de cette molette sur le volant. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Là, on voit ici le processus de charge de la batterie de la Tesla. Donc en fait, il suffit de la brancher sur un supercharger Tesla. Ici, on est au supercharger de Tesla d'Orange, où il y a 2 bornes. Et en fait, la voiture se charge très rapidement, puisque le superchargeur Tesla promet une charge de la moitié de la batterie, donc c'est la moitié de l'autonomie de la voiture, c'est-à-dire environ 250 km en 20 minutes, et une charge complète en 1 heure. Une charge complète qui équivaut à peu près à 500 km en fonction de l'usage qu'on en fait évidemment. Donc là, la voiture est en charge, et sur le tableau de bord, donc on a toutes les données de charge. On voit que là, elle est en train de charger à 299 km par heure, mais ça monte progressivement jusqu'à atteindre 450 km par heure, comme je l'ai déjà constaté. Et évidemment, donc par rapport au moment où je me suis arrêté, on voit déjà qu'en 10 minutes ou un quart d'heure, j'ai déjà récupéré plus de 113 km d'autonomie. Vous voyez que ça évolue régulièrement. Ce qui me met au moment où je vous parle à une autonomie de 250 km. Je peux définir une limite de charge, ce qu'on fait généralement. On va limiter la charge à 70% de façon à ne pas charger systématiquement la batterie intégralement et à pouvoir la préserver, les batteries. Et puis ici, on a 159 ampères et 384 volts. Et on peut évidemment arrêter la charge à tout moment, ce que je ne vais pas tarder à faire parce que je n'ai pas beaucoup de kilomètres restants. Donc voilà, on peut ici, maintenant que j'ai atteint 250 km, je stoppe la charge en cliquant tout simplement sur ce bouton. Et je peux débloquer, enfin déverrouiller le chargeur de façon à pouvoir repartir. Voilà, on a ici la charge. Le port de charge est ouvert, je peux récupérer, je peux débrancher la voiture et rouler. Là, vous avez la liste de tous les superchargeurs du plus près au plus loin. Donc le plus près, bien évidemment, c'est celui de Mereuil. Et après Orange, Fréjus, Nîmes, Narbonne, Chambéry et celui de Vienne. Ah oui, il y en a autant que ça sur l'axe, sur la vallée du Rhône. En fait. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et au nord, donc le prochain, c'est celui de Chasses-sur-Rhône. Alors, on va retourner dans la liste. Après, vous avez Archamps à Genève, vous avez Rive en Suisse, vous avez Mâcon, après vous êtes en Italie. En fait, il passe par cercle, donc vous avez Toulouse, Brive. Mais effectivement, si on prend l'axe, en fait, si on prend la Côte d'Azur, vous avez Fréjus, Aix, Orange, Narbonne, Nîmes. Ouais. Après, en remontant, vous avez donc le sud de Lyon, à Vienne, avant tous les échangeurs. En sortant, vous avez Mâcon. Après, vous avez Auxerre. Après, vous avez Nuit-Saint-Georges. Et après, vous arrivez à Paris. Alors, petite parenthèse. On veut agrandir l'écran, c'est en bas à gauche. Le diminuer, pareil, c'est en bas à gauche. On va intervertir les 2 écrans, c'est à ce niveau-là. Si on veut récupérer, hop, je mets en grand écran. Si on veut récupérer la musique, on peut aussi prendre la note de musique et la faire glisser à ce niveau-là. Voilà. Et là, vous avez votre GPS. Donc, on travaille avec les cartes Google. On peut avoir l'infotrafic en temps réel. Donc même question que tout à l'heure, si on n'a pas de réseau, on n'a pas de GPS. Si, parce qu'on a un GPS qui va prendre le relais. Donc imaginons que je veux y aller à Nice. Hop, je mets Nice entrée. Il est en train de calculer la route. Et le GPS arrive ici. Et donc là c'est un vrai GPS. Et là c'est un vrai GPS. Donc effectivement des fois on peut avoir un petit peu de lag à ce niveau-là. Ouais. Mais vous aurez toujours le GPS à ce niveau-là. Voilà. Chose importante, ça c'est pas un centre de divertissement. C'est pour ça que toutes les informations importantes sont à ce niveau-là. On ne peut pas mettre de vidéo par exemple. Ouais. C'est juste une aide à la conduite. Voilà. Il ne faut pas que ça soit distrait. On arrive ici, je vais vous montrer la première chose. On va continuer à parler de la charge. Ici, le raccourci il est là en fait. Voyez. Et là vous arrivez sur vos menus de charge. Donc là elle est en train de se mettre à charger et elle va augmenter progressivement ses kilomètres par heure de recharge.
on peut définir la limite de charge. C'est-à-dire que tous les jours, on n'a pas besoin de 100% de la batterie. Donc on va se mettre généralement à ce niveau-là. Elle se recharge, etc. Et le jour où on fait un trajet exceptionnel, on déplace le petit curseur et on se met à 100%. Et pourquoi? Parce que c'est pour économiser l'usure de la batterie? Ouais, l'idée c'est qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit à 100% tout le temps. D'accord. Quand on fait un trajet exceptionnel, par contre, on la met à 100%. Ok. Voilà. Il y a une petite chose assez amusante, c'est qu'on peut programmer une heure à partir de laquelle on veut recharger. Imaginons qu'on ait un tarif de nuit, on arrive chez soi à 6 heures, on branche la voiture. Par contre, la voiture va charger qu'à partir de 10 heures du soir quand on bascule en tarif de nuit. Quand on est sur des prises de faible capacité, des rallonges, des choses comme ça, ça peut être intéressant de baisser l'ampérage. Si on baisse l'ampérage, ça permet justement que l'installation à domicile supporte la charge de la voiture. Ça se règle automatiquement. À part effectivement si vous êtes sur quelque chose d'assez vieux ou assez ancien, là il y a besoin de le baisser, sinon vous n'y a pas à y toucher. Voilà. Si on veut arrêter la charge, on met stop charging. Donc là ça l'arrête. Et pour déverrouiller la prise, unlock. Et on entend le petit clac caractéristique. Ouais. Voilà. C'est un choix d'avoir gardé l'interface en anglais ou alors c'est pas encore, ils n'ont pas encore régionalisé le langage. Il y a une partie qui est en français. Il y a une autre partie qui est en anglais. Ça va certainement arriver par le biais d'une nouvelle mise à jour. Non, ça. Celle-ci a reçu la dernière mise à jour qui est sortie il y a quelques non, jours, pas encore, parce qu'en fait ça marche par numéro de série. D'accord. Et elle est pas dans la. Ils font par vague de numéros de série. Okay. La rouge en est équipée. Si vous voulez, on fera un tour avec la rouge. Je vous montrerai un peu les nouvelles fonctionnalités. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? L'idée en fait sur la Tesla, c'est qu'on a regroupé donc le bloc de clim, le bloc de l'autoradio, le petit GPS grand comme ça, par une seule et même tablette tactile. Donc on veut travailler avec sa climatisation, tout simplement, on va travailler comme ça, on va appuyer ici, on va pouvoir mettre un peu plus sur le pare-brise, régénérer l'air, augmenter ou non la vitesse, ça se fait vraiment très simplement. Voilà. On a les sièges chauffants, on va avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Là c'est comme j'avais déverrouillé la prise, elle s'est reverrouillée, elle s'est remise à charger puisque j'ai fait aucune intervention sur le véhicule. Voilà. Hop. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les médias. Alors les médias, hop, on va se mettre ici. Vous avez la radio traditionnelle, mais vous avez également la radio sur internet. Parce que chose importante, là, je pense que je vais vous l'expliquer, le véhicule est toujours connecté en 3G. Ça fait partie des services qu'on offre à nos clients. Pas d'abonnement ou de choses comme ça à payer. Voilà. Et donc du coup, vous avez deux sortes de radios. Vous avez la radio où vous pouvez avoir les radios locales, donc on peut faire par lieu, c'est toujours assez amusant. Amérique du Nord, États-Unis, Californie, où est-ce qu'on va? Los Angeles, on en a parlé. Et là, vous avez toutes les radios locales de Los Angeles. Voilà. Mais également, on peut travailler par musique. Moi, je sais que je vais toujours dans rock alternatif. Et j'ai une radio de Neuchâtel, enfin on l'écoute tous ici, qui est assez sympa, qui passe vraiment de la très très bonne musique. Mais si on est plus disco ou rock classique, on a vraiment tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Voilà. Et également, vous pouvez avoir ce système radio qui va vous permettre d'avoir les web radios. Et là, pour le coup, vous n'avez plus aucune publicité. Et là, vous avez juste à travailler, vous tapez l'artiste que vous souhaitez ou la musique, et ça va commencer à diffuser des sons, des morceaux de musique de même genre de ce que vous avez tapé. Et donc, ça, sans aucune publicité. Ok. Par contre, quand on passe dans une zone qui est mal couverte par la 3G, on n'a plus de radio. Oui. Alors attention, enfin, malgré tout, web radio. Malgré tout, attention, le système de réception de la 3G est beaucoup plus important qu'un téléphone. Je vois, ça m'est arrivé à Marseille, j'étais dans un tunnel, j'étais au téléphone avec un collègue, mon téléphone a coupé, mais ma radio, j'écoutais la BBC, elle a continué à c'est peut-être parce qu'il y a un système de buffer, de tampon. C'est possible aussi, mais ça arrive assez régulièrement que la 3G cherche. Encore une fois, du fait du système. Alors je vais juste la remettre, comme on est en sombre, elle s'est passée en mode nuit, je vais nous le remettre en mode jour. Voilà. Enfin, surtout, je vais la mettre en automatique.